Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour la 3e session du colloque international Recherche fondamentale sur les cancers de l'enfant. Donc, je vais animer cette session. Donc, je suis Olivier Roux, je suis chercheur au CNRS et à l'Institut Curie. Et je vais co-animer cette session avec Pierre-Yves Demours, qui est représentant des parents et patients du collectif Gravir. Donc, Pierre-Yves a longtemps travaillé avec Patricia Blanc à Imagine for Margot et est toujours un bénévole très actif avec Patricia au sein de cette association. Donc Pierre-Yves, je vous vois. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Parfait, donc tout va bien. On vous a en visio et je vous vois en visu. Donc je vais maintenant passer en anglais pour démarrer la session scientifique. So for this, third session, Donc voilà, pour cette 3e session, nous allons traiter un problème très important lié au Big Data. Nous avons entendu hier et aujourd'hui parler de nouvelles technologies, du séquençage, de la bioinformatique, etc. Et dans cette session, l'objectif est vraiment de répondre à des questions spécifiques telles que qu'est-ce que c'est le Big Data, à quoi ça sert et quel est l'avenir de cette technologie. Pour nous aider à comprendre et à explorer les Big Data, nous allons d'abord souhaiter la bienvenue à 4 orateurs prestigieux. Chacun est un leader dans son domaine et nous avons vraiment beaucoup de chance de les avoir à nos côtés aujourd'hui. Et je voudrais vraiment les remercier chaleureusement. Tout d'abord, nous allons accueillir Dr. Stephen Chanock, directeur de la division épidémiologie et génétique au National Cancer Institute aux États-Unis. Il est un expert mondial dans la découverte et caractérisation des régions carcinogènes dans le génome humain. Il a une liste incroyable de publications et a reçu de nombreux prix pour sa contribution scientifique à la compréhension de de variations génétiques associées au cancer et aux résultats. Merci Steven. Et vous pouvez démarrer votre présentation si tout est OK de votre côté. Merci beaucoup pour l'invitation de parler aujourd'hui. Bienvenue à Washington, D.C. Et c'est difficile pour moi parce que chaque fois que j'ai écouté la même chose en anglais. Okay, I'll switch to English after trying. Voilà, je vais passer en anglais après avoir dit merci en français. Donc c'est un plaisir d'être ici avec de nombreux collègues formidables qui font partie de tout ce qui a été prévu par l'INCA. Je voulais parler des approches intégrées pour étudier l'étiologie des cancers pédiatriques. Il y a beaucoup de nouveaux outils pour répondre à des questions importantes. La question difficile que chaque parent se pose et à chaque oncologue pédiatrique, c'est pourquoi ça se produit. On sait comment le cancer se développe et vous avez entendu des belles discussions ces 2 dernières journées, mais la question c'est pourquoi et quelle est l'étiologie. Et c'est toujours très difficile de répondre à cela. Et je pense que certains nouveaux outils et le Big Data peuvent nous aider, mais il faut vraiment des investigations délibérées. Nous savons que les cancers pédiatriques, on a différents outils. Je vais parler de certains outils, de l'épidémiologie descriptive, biomarqueurs, les génomiques du cancer, l'environnement, l'occupation, le travail, l'irradiation. On sait que les cancers pédiatriques se produisent pour des raisons complexes et c'est rarement une chose en particulier. Donc nous regardons le contexte et nous savons qu'il y a une variation génétique germinale. Nous sommes tous nés avec ces variations. Il y a des millions de variants dans le génome de chaque personne. C'est ça qui donne la diversité à la population humaine. Et ça permet de voir comment chaque individu répond à l'exposition environnementale. Et ces interactions ont des implications très profondes pour les mutations acquises somatiquement, que ce soit des adultes qui développent un cancer des poumons après avoir fumé ou un mélanome après les lumières UV. Et on comprend comment beaucoup de cancers se déroulent. Mais par rapport aux enfants, nous avons une moins bonne compréhension. Et une des questions clés qui ressort de ces dernières journées,
Quelles sont ces dynamiques, ces changements dans notre génome? À quelle vitesse ça se produit? Ça se produit rapidement, mais pour être capable de mesurer cela, c'est quelque chose de très difficile. Quels sont les déclencheurs? Et ce qui est un thème dans l'écologie pédiatrique, c'est la disruption, la perturbation du développement, que ce soit la plasticité, que ce soit le développement de voies épigénétiques, et comment le génome est modifié, et pourquoi et comment c'est modifié. Et la question, c'est quelle est l'exposition environnementale, quels sont les éléments liés à la malchance, et qu'est-ce qui est lié aux mutations somatiques ou acquises. Pourquoi est-ce que ça se produit plus rapidement chez les enfants? Pourquoi est-ce qu'il y a des catalyseurs plus forts? Parce que dans les cancers pédiatriques, on peut avoir 1 ou 2 événements qui sont à l'origine. Et je vais y revenir quand je vais parler des cancers thyroïdiens au cancer des enfants après l'accident de Tchernobyl, où on a vraiment la possibilité de regarder de manière très spécifique une exposition environnementale bien caractérisée et de voir comment le cancer s'est développé à partir de cela. Donc, des facteurs de risque établis pour les cancers pédiatriques. On sait qu'il y a des anomalies chromosomales, anomalies congénitales qui sont associées au risque de cancer pédiatrique, l'historique familial, la génétique des germinales, les radiations ionisantes. Je vais y revenir avec une radiation environnementale soutenue. C'est établi. Les thérapies des radiations, c'est un risque pour les cancers secondaires dans les cancers agressifs d'enfants. On sait que l'âge paternel est un facteur de risque pour les cancers pédiatriques. Et c'est un thème difficile. Et on voit que l'évolution en Europe occidentale et aux États-Unis va vers un âge de parentage plus âgé. Et il faut comprendre cette augmentation du risque de cancer pédiatrique pour différentes maladies liées aux mutations. Et ensuite, sélection de médicaments, les DES, ça c'est vraiment une malheureuse situation. Donc quand on regarde les défauts à la naissance, on peut regarder les big data, et Phil Lupo et Charles Plan ont publié cette étude très impressionnante où ils ont regardé 10 millions d'enfants nés aux États-Unis. Et on savait que historiquement, on avait la trisomie 21 et la leucémie aiguë étaient impliqués ensemble. Mais ce qu'ils ont vu, c'est qu'un enfant sur 33 était né avec des défauts de naissance. Peut-être encore plus avec les nouvelles technologies prénatales, les ultrasons haute définition qui sont faits durant la grossesse. 2 de mes 3 petits-enfants ont des problèmes liés aux échographies. Mais quand ils ont regardé 10 millions d'enfants, ils ont pu voir la présence d'anomalies chromosomales qui ont été 11,6 fois plus susceptibles de cancer pédiatrique. Les défauts de naissance non chromosomiens, 2,5 fois plus. Et si on avait plus de 4 défaits majeurs, 5,1 fois plus de susceptibilité. Et donc ça, c'est après la conception. Et qu'est-ce qu'on fait vers le cancer? C'est quelque chose d'intéressant à étudier. On sait que l'hépatoblastom et le neuroblastome sont les cancers les plus fréquemment associés. Mais on sait également qu'il y a beaucoup d'associations entre des défauts spécifiques et différents types de cancers. Les tumeurs, etc. On sait également, comme je l'ai mentionné, dans les analyses basées sur la population, que l'âge des parents donne un risque mesurable, une augmentation du risque mesurable de cancer pédiatrique. Donc, plus les parents sont âgés, si on regarde les blocs de 5 ans, on augmente assez peu le cancer. On regarde des centaines de milliers d'individus dans la population sur les analyses basées en Californie. Les Scandinaves voient quelque chose de similaire avec un petit peu plus bas, mais l'objectif, c'est que l'âge des parents semble être un facteur de risque important que nous devons garder à l'esprit. Et c'est évidemment un thème très peu populaire, mais c'est quelque chose que nous devons accepter et reconnaître, et qui est lié aux données que nous avons devant nous. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'a pas été établi, c'est les schémas
alimentaire. Si on mange trop de brocoli, pas assez de viande ou de poisson, ça n'a pas été établi. Et le monde essaie de cartographier les régimes d'une manière unifocale. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas donné de résultats. Des aliments spécifiques, les téléphones portables, le Wi-Fi, on n'a pas de preuve d'augmentation des tumeurs cérébrales. Une grande étude européenne va bientôt être publiée et va confirmer cela. Et il y a des études aux États-Unis aussi qui suggèrent cela, mais les preuves au niveau des téléphones portables et des Wi-Fi ne sont pas associées à un risque de cancer pédiatrique. Et ensuite, les rayonnements ambiants et le radon dans la population n'est pas associé à une augmentation du risque de cancer pédiatrique. Ça, c'est des choses qui ressortent périodiquement. Donc, quand on pense à l'étiologie du cancer, on pense à la génétique. On peut mesurer cela. Ensuite, l'environnement, le style de vie, on est beaucoup moins efficace pour mesurer ces choses-là. Mais on a un sentiment par rapport à ça, que ce soit la pollution, que ce soit les microbes, l'exposition à l'alcool, à la fumée, aux radiations, à la qualité de l'eau, à l'insuline, l'état métabolique pendant la grossesse. Ce sont tous des questions de style de vie qui restent ouvertes, qui n'ont pas encore été résolues. Et nous savons que ce sont ces interactions entre la génétique de l'hôte, son style et son environnement, style de vie et son environnement, qui entraînent une partie de l'étiologie du cancer. Et nous savons également qu'il y a des erreurs dans la génétique qui se produisent avec une grande régularité, qui sont prévisibles. Ils ne sont pas fréquents, mais l'idée de hasard est une question très importante et une probabilité. Et il faut voir comment on définit cela. Et on sait que les résultats sont clairement liés à ces mutations somatiques. Et l'influence du style de vie et de l'environnement et la génétique, on ne sait pas tellement comment ça influence les résultats. Je me suis beaucoup intéressé à la susceptibilité germinale au cancer pédiatrique. Il y a des informations sur l'étiologie du cancer, comment la germinale informe la partie somatique. Il y a des choses qui ont été identifiées par des grandes études sur les populations, avec les registres de cancer aux États-Unis, en Europe. Joe Fermini a décrit cela il y a 40-50 ans, avec une différence substantielle entre l'histoire ancestrale par rapport au sarcome Ewing. Et ceux qui ont un ancêtre européen ont 6 à 10 fois plus de risque de développer la maladie par rapport à ceux d'origine africaine. Et c'est quelque chose de génétique qui est très impliqué par Olivier Delattre, étudié par eux. Et c'était quelque chose de très lent parce que ce ne sont pas des maladies très communes. Nous savons qu'on peut développer des études d'évaluation des risques, en particulier chez les adultes. Dans les cancers pédiatriques, c'est intéressant, mais la prévention de précision en oncologie vient pour les cancers familiaux. Et 8 à 10% des enfants dans des grands centres, quand on séquence leur génome, on peut identifier une mutation pathogène ou de préoccupation, non seulement pour l'enfant, mais aussi les frères et sœurs et les parents. Et par rapport à la susceptibilité germinale des cancers pédiatriques, ça peut être lié au choix des médicaments et aussi à le fait de survivre. Par rapport à la génétique, on pense à l'architecture génétique. Et le cancer est complexe. Un gène ne cause pas un cancer. Ça peut être un ensemble de gènes et différents types de gènes. Et que ce soit ici, ce chiffre qui montre des cancers, des allèles très rares qui peuvent avoir des effets très puissants, BRCA1, BRCA1 et BRCA2. Et il y a des gènes fréquents qui sont impliqués dans les maladies et qui expliquent ensemble une bonne partie des maladies. Donc pour les allèles rares qui causent des maladies médaliennes, on sait qu'il y a plus de 125 syndromes de cancer et il y en a beaucoup qui sont dans les domaines pédiatriques, des cancers très rares qui sont très illustratifs et qui nous donnent de nouvelles informations sur des voies nouvelles qui sont importantes pour des activités spécifiques au tissu dans les voies.
Donc l'approche sur le génome nous a permis d'avoir plus de 1100 et dans les plus de 130 dans les cancers pédiatriques. Dans les sarcomes, on voit beaucoup de l'OCI-GWAS qui sont plus forts que les adultes. Et on commence à expliquer une partie du risque pour cette maladie. Et quand on regarde la science derrière cela, les syndromes de cancer sont généralement des catalyseurs difficiles, que ce soit les oncogènes. Et les études sur le génome parlent de la voie qui entraîne les sarcomes. Et quand on regarde cela au niveau des cancers pédiatriques, on essaie toujours de faire cette cartographie. Le séquençage de prochaine génération a été très utile, comme j'ai mentionné. 6, 8, 9% des enfants souffrant de cancer dans des grands centres comme St. Jude, qui a publié ce premier article très important dans le Journal of Medicine, et d'autres études, comme l'étude aux États-Unis qui a regardé 5500 survivants pendant plus de 5 ans. On voit que 8% avaient une mutation pathogène connue qui avait été identifiée et enregistrée dans ClinGen. Et il y a des différences par type de cancer, mais c'est vraiment l'importance de l'histoire familiale, parce que parfois ces cancers pédiatriques, les parents sont jeunes et entrent juste à la période de risque pour BRCA1 ou le cancer du sein. Et on a vu ça dans neuroblastome ou la leucémie. Et ils sont répartis avec différents gènes et différentes maladies. Et donc, ça représente une petite partie des cancers pédiatriques. Et donc, le paysage de ces altérations génomiques dans le cancer pédiatrique est important. On a passé beaucoup de temps à regarder l'ostéosarcome, le cancer pédiatrique des enfants, des ados et des jeunes adultes. Et on a séquencé plus de 1200 cas. On était assez surpris de trouver qu'un quart des cas avaient un variant pathogène dans leur ligne germinale. TP53 était le plus commun, mais il y en avait toute une autre série d'autres. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les maladies pédiatriques ont une partie liée à un variant pathogène plus élevé? Et donc, il faut peut-être utiliser ces informations dans la clinique. Et ça, c'est une question ouverte. On sait qu'on peut avoir des informations sur comment le cancer se forme avec des petits effets, et que ce soit des effets très forts, où on a deux copies du gène, un dans la ligne germinale et un dans le somatique. Et ici, on est inadéquat dans la prévalence des mutations pathogènes. Et certains grands efforts de séquençage dans les banques sont utiles pour nous expliquer quelles sont les distributions de ces allèles. Et on peut regarder les stratégies pour diminuer le coût du séquençage et comment est-ce qu'on peut suivre ces individus en particulier. Donc, pour revenir à la question de l'étiologie du cancer, je voudrais maintenant me tourner vers la partie environnementale et génétique. Ce qu'on sait par rapport aux expositions, c'est l'évaluation des causalités des cancers pédiatriques et adultes. On sait beaucoup par rapport aux impacts somatiques, et il y a également le TGA, CGA et ICGC qui ont fait beaucoup de travail sur l'exposition. Mais ils se sont peu concentrés sur l'environnement et l'exposition et l'histoire familiale. Donc maintenant, on essaie de voir en arrière pour voir quelle est la relation entre l'exposition environnementale et le développement de ces cancers. Et il y a un effort incomplet et cher. On peut utiliser les signatures mutationnelles, les profils épigénétiques, les outils forensiques pour l'épidémiologie, mais on est assez naïf par rapport
à cela, parce qu'on a besoin de plus grands jeux de données pour pouvoir poser la question quels sont les processus endogènes qui se sont mal passés dans la cellule et quels sont les processus exogènes, quels sont les effets de l'exposition environnementale qui entraînent des schémas particuliers. Donc, mon point essentiel, c'est que à l'avenir, nous ne devons jamais oublier le contexte de l'analyse du génome du cancer. Il faut connaître le contexte de cette analyse du génome. Si on veut comprendre l'étiologie, on doit comprendre quelles étaient les expositions qui étaient derrière et qui ont entraîné l'analyse du génome du cancer pour pouvoir approcher la question étiologique. Je comprends tout à fait, je soutiens l'importance de comprendre ce qu'on peut avec développer des nouvelles cibles pour traiter, aller de l'avant. Mais c'est lié, mais ce sont des questions qui ne se chevauchent pas complètement. Donc, nous avons passé à l'Institut pour le cancer, nous avons suivi des patients qui ont été exposés après l'accident de Tchernobyl, en particulier le cancer thyroïdien. Je vais parler d'un article qui a été récemment publié dans Science et on savait beaucoup par rapport à l'exposition environnementale aux irradiations. On peut regarder les altérations dans les cancers et pour la première fois cartographier l'exposition environnementale avec les événements génétiques réels et pour voir le timing de ces cancers. Donc on sait tous que le 26 avril 1986, il y avait un accident dans un des réacteurs de Tchernobyl qui a envoyé un nuage de radiation qui était dans le Bélarus du Sud et une bonne partie de l'Ukraine et aussi une partie de la Russie avec des doses plus élevées. Et notre travail est basé sur la cohorte ukrainienne où l'exposition résidentielle a entendu liée à I-131 qui a été des retombées qui étaient consommées par les vaches. En 1986, il n'y avait pas d'autres options nutritionnelles pour les familles. Et donc, les enfants buvaient beaucoup de lait qui était contaminé pendant une certaine période. Donc, le modèle qu'on voit, c'est le météo qui envoie les irradiations dans l'environnement, les vaches le consomment dans le lait et les jeunes enfants ont bu ce lait et ont eu une exposition à l'I-131. Donc on sait depuis longtemps que l'I-131 peut être associé à un risque de développer le cancer thyroïdien. Et c'est quelque chose qu'on a vu dans le corps de Tchernobyl et aussi dans d'autres études après Hiroshima et Nagasaki et d'autres expositions aux radiations. Le deuxième cancer, dans la littérature, on voit des analyses groupées, plus l'âge est bas à l'irradiation, plus il y a un risque de développer un cancer thyroïdien papillaire. Donc nous avons été dans la banque de tissus de Tchernobyl de Gerald Thomas et au Royaume-Uni et nous avons pu prendre 444 cas confirmés de PTC avec des matériaux frais gelés. Il y en avait qui avaient une thyroïde sans tumeur et du sang. Et nous avons fait comme ICDC, et on a fait une évaluation pathologique qui a été supervisée par 6 pathologistes qui étaient... on a fait un séquençage ADN, ARN, l'épigénétique. Et pour la première fois, nous avons pu intégrer les analyses. Et on connaissait la dosimétrie, l'exposition, combien de rayonnement chacun des cas avait eu. Et on a pu vraiment regarder l'effet des radiations sur le génome. C'est la première analyse de comment l'exposition environnementale a entraîné un type particulier de cancer pédiatrique. Donc, toutes ces personnes qui font ces analyses font ce type d'analyse avec des types de signatures, des comptages, des différents variants structurels. Et ici, nous avons pu faire cela et
ségrégé cela par rapport aux personnes non exposées. On avait 81 personnes dans des régions à proximité qui n'étaient pas exposées aux radiations. Ensuite, 1 à 99, c'est milligrammes jusqu'à plus de 500. Et on peut voir les caractéristiques de driver mutation sont passées de la zone rouge aux fusions de protéines quand on est allé vers plus de doses de radiation. Donc ça, c'est une observation très importante. On sait que le fardeau mutationnel dans les cancers est très similaire à ce qu'on voit dans les cancers pédiatriques. Même le TCGA des adultes était à 2 ou 3 ordres de grandeur inférieurs au cancer. Et Tchernobyl était bien encore plus faible. Donc par rapport à un point unique, les radiations ne semblent pas avoir induit beaucoup d'événements à base unique. Et ça, c'est important. Quand on a commencé à regarder les différentes signatures, on n'a rien vu. Mais quand on a regardé les petites insertions et délétions, on a pu voir que ces ratios avaient l'air beaucoup plus intéressants. Donc le ratio d'insertion par rapport aux délétions au SNV, on peut voir que les SNV se sont développés avec l'âge et de manière régulière et avec les radiations. Donc l'effet des radiations sur les petites délétions a augmenté substantiellement avec l'irradiation, la dose reçue, et l'augmentation des insertions a entraîné plus de délétions. Et quand on regarde cela par rapport au ratio SNV normalisé, tous ces changements étaient dus à COC1 et 5, et donc des erreurs progressives qui sont liées au doublement du génome. Et on voit que c'est encore plus fort. Ça, c'est une conclusion qui était intéressante, publiée après notre article, où on regardait des personnes qui avaient eu des irradiations et leur exposition au rayonnement, en particulier les petites délétions, étaient enrichies dans la même signature 8 indel cosmique. C'est exactement ce qu'ils ont vu et c'est similaire à ce que nous avions vu dans nos cas. Et nous avions protracté une plus grande exposition, contrairement à un rayonnement thérapeutique. Nous, c'était une exposition sur des semaines et des mois. Et quand on regarde les mutations des drivers, on a pu identifier 98% de cela. 93,5% des drivers étaient des voies qui sont à l'écran. Et ça, c'était important pour TCGA dans le cancer thyroïdien. Mais ici, dans les cancers pédiatriques, on a vu exclusivement cela. Et quand on regarde l'exposition au rayonnement et l'augmentation des drivers de fusion, on a une augmentation du variant qui augmente par rapport à la radiation. Et ça suggère que les cassures des doubles brins sont importantes. Mais le mécanisme NHG est important. Quand on regarde les mécanismes de réparation de ces doubles cassures, on peut prendre les données de protéines de fusion, prendre les données d'ADN des mêmes cas et regarder deux régions et poser la question, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui suggèrent un mécanisme particulier qui est perturbé par l'irradiation? Et la réponse est oui. On a pu voir cela quand on regarde des choses qui étaient avec des délétions supérieures à 5 BP. On regarde la micro-homologie qui suggère que le non-homologue était la manière primaire de fusion et les petites délétions ont été générées. Et cela ça correspond aux données animales que nous avions avant. Nous avons regardé cela et nous avons dit, alors, est-ce qu'on peut voir avec l'impact de la radiation? Mais la méthylation était liée seulement au driver et pas à la radiation. On peut voir dans les schémas épigénétiques qu'on a quelque chose de radiation par rapport à pas de radiation. Même chose pour l'expression de la RNA. C'était lié à BRAF ou RAS. Et donc, le gène driver reprend la main dans ce cancer. On n'a pas pu identifier un biomarqueur spécifique. Ici, pour cette étude, on est passé de l'événement à l'exposition au rayonnement, les cassures de l'ADN. On a pu avoir le cancer de la thyroïde, l'analyse génomique et la dose de l'irradiation
qui est lié directement au DSB. Maintenant, nous voulons étudier les tissus normaux qui n'ont pas développé de cancer. Et nous voyons peu d'événements de background, de contexte. Mais cette DSB, on la voit, mais on ne voit pas de single strand break, de rupture d'un seul brin. Donc notre conclusion clé, c'est qu'il y a cette voie MAKEPA qui est prédominante. Et c'est un endroit très important qui est perturbé. Et on sait que la thyroïde est un sanctuaire qui a un développement très important par rapport aux cellules souches. Donc c'est très sensitif aux irradiations, en particulier le I-131. Et on a réparation non homologue et l'expression épigénétique est définie par la mutation du driver. Mais on ne voit pas beaucoup d'effets de terrain et on ne peut pas identifier si quelqu'un a été exposé ou pas à des niveaux modérés d'irradiation. On va plus loin avec les tissus FFPE parce qu'on a doublé ce nombre pour prendre des individus plus jeunes avec des doses plus élevées. On peut voir qu'on a des maladies multifocales pour voir s'il y a des synchronismes. Au niveau des métastases, on a fini l'analyse et on voit qu'il y a peu de nouvelles métastases, mais on ne les voit pas comme des nouvelles maladies par rapport à la maladie primaire. Et enfin, on va vers d'autres types de tumeurs suite à l'exposition aux irradiations. Il y a des personnes formidables, Lindsay Morton, Daniel, Knishan Tronco, Jerry Thomas, toutes des personnes formidables. Je voudrais passer 3-4 minutes maintenant à parler de l'importance quand on parle des questions de cancer pédiatrique, les principes FAIR, F-A-I-R, pour les choses doivent être trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc ici, NCI, dans ces dernières années, a lancé un effort de 500 millions de dollars qui s'appelle le Childhood Cancer Data Initiative, CCDI. Et l'objectif, c'est de faire une communauté pour rassembler différentes personnes, des familles, des réseaux d'hôpitaux, pour améliorer les traitements, la qualité de vie et la survivance, pour essayer de comprendre l'étiologie du cancer. Donc l'idée, c'est de créer une structure fédérée aussi aux États-Unis que nous voulons partager avec nos collègues internationaux, l'opportunité de rendre les données plus accessibles, maximiser toute opportunité d'améliorer ce que nous pouvons, les traitements, les résultats pour les enfants avec du cancer, et développer des nouveaux outils pour extraire des données, des connaissances de ces données. Donc c'est un effort colossal ici aux États-Unis pour essayer de travailler sur l'oncologie pédiatrique. Et donc, c'est un projet qui s'appelle Every Child. On a un portail, des nouvelles activités comme une cohorte nationale de cancer pédiatrique. Ensuite, un protocole de caractérisation moléculaire de l'enfance. On a vraiment beaucoup d'attentes pour avoir des analyses intégrées plus larges pour être plus fins. Et ça va être très important pour certains cancers pédiatriques rares. On sait que les cancers pédiatriques sont déjà rares par rapport aux cancers adultes. Mais ça, c'est un effort qui va essayer d'unir et de rassembler ici aux États-Unis toutes les plateformes de données de cancer pédiatrique. Ici, c'est notre structure. Nous avons des thèmes transversaux, mais surtout les plateformes de données de cancer pédiatrique et le protocole de caractérisation moléculaire des enfants. Et sur plus de milliers d'enfants diagnostiqués, on a un objectif d'atteindre 4 à 5 000 enfants qui n'auraient pas accès à un diagnostic moléculaire, en particulier dans les zones moins desservies, en particulier avec un accent sur les sarcomes, les tissus nerveux centraux, les tumeurs aux États-Unis, pour essayer de définir des normes pour que chaque enfant diagnostiqué ait une caractérisation moléculaire et biologique dès le départ. Donc les outils sont présents. Il est temps de passer à l'étape suivante pour traiter les cancers pédiatriques. Donc mon dernier point important, et je l'ai fait en français, c'est très difficile de m'arrêter maintenant. Très difficile à distinguer cause et effet, et des grandes études sont nécessaires.
et les cancers pédiatriques sont des malades rares. C'est en français maintenant. Donc, je répète ce qu'il dit en français parce que sinon, il ne l'aura pas traduit. Et donc, c'est très important, le partage des données étendues, nouvelles technologies nécessaires pour identifier les expositions nombreuses. Et la collaboration est fondamentale, nationale, internationale. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, Steven. Nous apprécions en particulier la dernière diapositive en français. Nous avons beaucoup de questions du chat, mais je voudrais commencer avec une question. C'est une question un peu naïve. On sait que la génétique germinale va définir à peu près 10 à 15%. Ça va définir 10-15% des cancers, mais de l'étude de St. Jude, etc. Mais chaque année, nous pouvons détecter, par exemple, l'étude des KFZ avec la mutation ILP1 dans le médioblastome. Donc, est-ce qu'on pense que quand on regarde plus loin dans le génome, on va pouvoir augmenter le pourcentage de mutations germinales potentielles dans les cancers pédiatriques? Réponse, absolument. Je vais dire quelque chose de très controversial, mais Joe a dit que le cancer, c'est 100% de génétique et 100% d'environnement. Donc, c'est facile pour nous de comprendre les 10 ou 12% de ces mutations très fortement pénétrantes. Je pense qu'on va en trouver plus dans ces circonstances rares qui seront plus la queue du problème. Mais les variants sont importants quand on voit dans le LAL, le NB, et comme John Maris l'a montré, la combinaison peut expliquer différentes choses. Et la génétique définit la possibilité pour que le cancer se développe. Mais ce qui déclenche cela, est-ce que c'est juste la génétique ou est-ce que c'est l'interaction entre les gènes et l'environnement? Ça, c'est pour moi la question de la prochaine décennie, de comprendre comment on peut aligner toutes les belles choses qui ont été décrites ces 2 derniers jours avec la plasticité, le développement, le profil épigénétique. Est-ce que c'est juste une question de hasard? Moi, je pense qu'on peut continuer à diminuer le nombre de cancers qu'on pourrait expliquer par la chance ou la malchance. La ligne germinale, les interactions, ça c'est très important. Et on va petit à petit expliquer comment on comprend tout cela. Merci. Question. Par rapport à cette question, j'ai une question du chat. On a environ 10% de cancers pédiatriques qui ont une mutation germinale. Combien est-ce qu'on pense que la susceptibilité génétique peut coopérer ou contribuer à la formation de la tumeur? Réponse. Excellente question. Comment les tumeurs se forment? À nouveau, on revient à des hypothèses par rapport au médioblastome. La mutation germinale était un des premiers événements et ensuite un changement somatique s'est produit dans les cellules et ça a supprimé la deuxième copie du gène et le blastome s'est développé. La formation de la tumeur est une question très importante. Et est-ce que ça se produit soudainement ou sur une certaine durée? Notre expérience avec Tchernobyl, c'est qu'on sait que ces enfants ont été exposés pendant des semaines et des mois. Et donc ça, c'est le rayonnement qu'ils ont eu et qui a fait générer la protéine de fusion, les insertions, les délétions. Et on peut cartographier cela directement à cette exposition aux enfants plus exposés. La question, c'est ceux qui ont été moins exposés. Il y a des cas sporadiques qui n'ont rien à voir avec l'irradiation. Comment est-ce qu'on trie cela? Et ça, c'est quelque chose de plus difficile. Mais je pense que des plus grandes études vont nous aider à expliquer de plus en plus la fraction de ce qui est l'irradiation, que ce qui est lié au contexte et qui se produit pour d'autres raisons comme le fait de fumer, la génétique, etc. Question qui est très importante quand on regarde vos diapositives et vos données. La question, c'est, il est connu ou suggéré que un risque à augmenter l'âge des parents est dû à un nombre accru de mutations
mutations dans les cellules germinales? Réponse, excellente question. On a publié un deuxième article par rapport à Tchernobyl dont je n'ai pas parlé. Et quand on regarde ces mutations, on sait que chaque fois qu'une conception a lieu, il y a entre 40 et 70 erreurs qui se produisent dans le sperme et l'ovaire. Et c'est des incohérences mendéliennes qui ne sont pas vues dans la ligne germinale du père ou de la mère, mais qui se produisent dans ce contexte. Donc les mutations de novo sont responsables d'une fraction de l'autisme chez les parents plus âgés qui ont eu des enfants autistes. Et une des questions intéressantes, c'est qu'on doit encore cartographier dans le cancer pédiatrique tout cela. Et par exemple, l'ostéosarcome, on en a parlé, c'est jusqu'à un quart des ostéosarcomes qui sont en dessous de l'âge de 30 ans peuvent avoir une mutation pathogène. Et une fraction sont des mutations de novo, parce qu'il faut avoir la mère et le génome du père et de la mère pour pouvoir faire cette détermination. Et c'est pour ça que les études familiales vont être essentielles pour pouvoir comprendre une partie du mécanisme. Et donc, je pense que ces erreurs de ligne germinale qui se produisent avec le temps sont très importantes pour des facteurs critiques et pour expliquer une partie de ce phénomène intéressant. Une dernière question du chat. Comment est-ce qu'on surmonte les problèmes de DPR? Partage de donc le RGPD, les questions liées au RGPD. Réponse, merci pour cette question. C'est quelque chose qui est très frustrant pour nous. On a 35 études qui ont été bloquées à cause de cela. Et je pense qu'il faut des compromis des deux côtés. Je pense personnellement que je suis d'accord par rapport à comment l'UE a écrit sa charte de protection des données de la vie privée, mais ça doit être réglé au niveau de l'UE pour repenser au partage académique d'informations et les restrictions correspondantes, tout comme les lois américaines qui nous permettent pas de signer des documents qui doivent être réévalués. Donc il faut trouver un terrain d'entente et on est ici à l'Institut du cancer national qui travaille d'arrache-pied pour essayer de surmonter cela. Mais beaucoup de ça est lié à ce qui se fait dans l'UE. Et j'espère qu'on va, après une réunion comme cela, soutenir le fait qu'on doit changer cela pour mieux partager nos informations. Parce que pour résoudre les questions de cancer pédiatrique, il va falloir une collaboration internationale. Et ce sont des cancers trop rares et trop peu fréquents pour avoir assez de données pour développer des connaissances si on veut juste se baser sur des données régionales ou nationales. Donc le RGPD doit être modifié et on va faire tout notre possible pour influencer cela. Mais merci pour votre question. Merci Stéphane. Je pense que maintenant on va passer à la présentation suivante. Merci beaucoup parce que votre présentation, vos questions, vos discussions étaient très importantes non seulement pour les scientifiques mais aussi pour les parents et pour les patients. Donc merci beaucoup à nouveau. So now we will move to the second speaker. So the second speaker is Peter Karchenko. So Peter leads a computational biology group at the Department of Biomedical Informatics at the Harvard Medical School. So his team l'école médicale de Harvard, il se concentre sur l'analyse de l'interaction entre les cellules Peter will focus specifically on neuroblastoma and the use of single-cell technology. Et l'utilisation de la Peter, technologie à are cellules you uniques, with us? Can you hear me? Yes, I cannot see you, but I can hear you. So welcome. Je ne peux pas vous voir, mais je peux voir vos diapositives, en effet. Thank you very much. So I'll focus on the single cell Je applications. vais donc me concentrer sur l'application single cell. C'est donc un outil de recherche et la manière dont il est utilisé dans l'analyse des cancers. Je vais me concentrer sur une étude spécifique de neuroblastome qu'on a effectuée avec mes collègues. Alors, qu'est-ce que ces single-cell RNA-seq nous permettent de faire? Eh bien, on prend ces single-cells et un échantillon de ces
cellules et voir quels sont les gènes exprimés de manière active. On utilise un gène décodant, environ 10 000 gènes que l'on peut obtenir d'une cellule humaine, mais en réalité, on utilise une petite fraction de ce qui est présent dans la cellule. Et les informations sur la cellule peuvent nous dire quel type de cellules, ce qu'elles font, etc. On ne peut pas vraiment étudier le résultat d'une seule cellule, mais si on en séquence plusieurs, on voit des schémas apparaître et on reconnaît des groupes de cellules qui se ressemblent les unes aux autres. Ici, on voit les positions des cellules les unes à côté des autres si elles ont un état d'expression similaire. Ces analyses peuvent donc nous permettre un cluster de résultats et identifier le type de cellules dont il s'agit avec des exemples ici. Ça nous donne donc la composition des tissus, des échantillons qu'on étudie, s'il s'agit d'un tissu sain ou malade. C'est un processus donc dynamique ou une étude développementale et on peut peut-être voir ces états transitoires qui se connectent à la population, que l'on voit en gris ici, et ça peut nous donner une trajectoire au sein de cet espace transcriptionnel dans ce cas-là. Ça vous montre les changements d'état au sein des cellules. On peut donc analyser et caractériser les transitions d'une certaine manière. On peut avoir une approximation ici, on s'intéresse à la différenciation développementale ici. On peut donc les montrer comme sous forme d'arbres et ça peut traverser donc des processus de différenciation, suivre ces trajectoires et on peut donc choisir un destin ou un autre destin et on peut suivre ces types de mesures, les gènes, les facteurs clés impliqués dans ce type de transition. On peut d'une certaine manière deviner la direction en regardant en plus de détails les schémas moléculaires. C'est un outil extrêmement utile pour l'activité, la position et l'état transcriptionnel est une modalité moléculaire qui nous permet de voir l'état du génome, les mutations qui existent, qui sont également significatives en termes d'action génétique. Ça permet également d'intégrer des modalités de segments de protéines. Donc, c'est un état intermédiaire sur lequel on peut se concentrer. Je vais également mentionner certaines de ces difficultés de gestion des données. Ce qui est remarquable avec ces techniques de ces dernières années, qui n'ont fait qu'évoluer, c'est que avec tout type de croissance, on peut les comparer avec les pertes. Donc là, on a les années et le compte log 10 ici et en rouge, on voit les études historiques et puis je montre ici à droite le nombre de cellules mesurées dans ces publications historiques. Et en 2010, ici, quand on a commencé à avoir cette base de données, on peut désormais constater qu'on peut mesurer des millions de cellules maintenant d'après nos échantillons et avoir donc un point de vue statistique très détaillé et de ce qui se passe dans ce tissu. On voit les autres études qui ont été publiées, qui se trouvent en dessous de la courbe, mais qui ne font croître également. La référence est bien sûr le nombre de cellules dans un corps humain. Ce qui veut dire que d'un côté, c'est extrêmement gratifiant, on obtient de plus en plus d'informations et on peut observer le processus de croissance. Et chaque année, c'est de plus en plus difficile à traiter cela et à analyser ces données en utilisant les ordinateurs d'aujourd'hui. Une étude typique peut collecter entre 100 000 à 1 million de cellules et même si on les traite
avec attention. C'est une grande quantité de données qu'il faut analyser compte tenu du type d'analyse qu'on veut effectuer. Et parce que ces techniques sont accessibles et il y a des usages commerciaux à cela, elles sont de plus en plus adoptées par de nombreux laboratoires de recherche et on peut donc les intégrer à des conception d'études. On peut regarder la composition donc des tissus et on peut également avoir une cohorte d'individus, un groupe témoin qu'on compare à un groupe de traitement, par exemple. Il y a donc ce qui permet de générer des bases de données très larges à échelle du consortium avec des milliards de cellules et la coordination de ces efforts. Donc, si on veut tirer parti de cela, de ce type de données, on a besoin de deux choses. Des outils de calcul qui peuvent donc traiter cette variété de données d'un tel volume et de prendre en compte le point de vue statistique également, un traitement statistique. Prendre en compte la variabilité individuelle et de l'étude. Pour vous donner un aperçu d'une des difficultés en lien avec les échantillons que je vais vous montrer, voici donc un exemple d'une étude de métastase de la moelle épinière et ce que chaque carré représente, c'est des petites cellules, donc les points noirs qui sont ensuite en cluster de sous-population. Et dans cette étude, on peut analyser des tumeurs solides de différents individus. On peut voir donc l'aspect de la moelle épinière à côté des métastases. Un autre échantillon solide avec un groupe témoin, par exemple, un groupe témoin sain. Et on obtient un certain nombre d'échantillons avec un certain nombre de données et chaque groupe a été analysé de manière individuelle. Et pour des raisons techniques, génétiques, biologiques, quand on étudie l'état d'un type cellulaire d'un individu, ça variera. Et donc, ce qu'on veut savoir avec ce type de schéma, c'est par exemple quel est l'impact compositionnel de la maladie ici, dans ce cas-là, les métastases. Pour certaines sous-populations, sous-types, est-ce qu'il y a une abondance croissante, décroissante? On veut également savoir quel type cellulaire a changé par rapport à l'état. Est-ce qu'il y a une nouvelle activation ou une dysfonction de certains sous-types immunes? On veut pouvoir suivre donc ces types de changements au sein d'un type cellulaire ou d'une sous-population. Et pour suivre cela, comme je l'ai dit, on peut les rassembler sans correction. Ce qui se passe ici, c'est qu'on voit des sous-populations qui sont définies par individu, parce que ce sont des cellules qui proviennent d'un même échantillon. Donc, il y a des corrections qui doivent être surmontées et c'est un exemple de procédure de compétition difficile à reproduire à échelle. Pour faire ce genre d'analyse, l'idée, c'est assez simple. On va regarder des comparaisons enclins à l'erreur. Donc, on va vous faire une cartographie préliminaire pour établir les relations punitives entre les différents types cellulaires et les sous-populations au sein de ces deux échantillons. On va le faire pour toutes les paires. S'il y a beaucoup d'échantillons, on aura donc beaucoup de paires. Et regardons cette sous-population rouge qui représente un sous-type de cellules récurrent. Alors, il y aura une cartographie qui s'établira par elle-même. Et ce type de schéma est facile à reconnaître statistiquement parlant. On peut utiliser cette approche pour analyser la collection dans sa totalité et les sous-populations.
au risque de généraliser la manière dont on applique ces technologies, un effort principal se fait sur la cartographie de la composition des tissus. Beaucoup de consortiums le font, par exemple Human Cell Atlas, une collaboration assez vaste de différents laboratoires, différentes initiatives qui cherchent à rassembler un ensemble de données de tissus sur les tissus. HubMap également et Brain Initiative. Un autre aspect serait donc les analyses comparatives. Dans ce cas-là, c'est quand on s'intéresse à des groupes témoins sains et des tissus cancéreux. Et ce qu'on recherche ici, c'est des cibles potentielles, en réalité, des sous-types qui sont les plus affectés, et soit à cause de leur abondance ou de leur état, et parce qu'il y a autant de détails de profils moléculaires. Quelles sont donc les trajectoires en particulier qui sont responsables pour ces changements? Et on essaye à nouveau de générer des expériences de cohorte pour tester ces cibles. Ici, on a le Human Tumor Atlas Network qui a cherché à faire ces études. En termes de différents types, ici, on a parlé de la cartographie, de l'évaluation de l'impact de la maladie. Et s'agissant des traitements au cancer, il s'agit de s'intéresser aux maladies avec un résidu minimum et de reconnaître les signatures malignes qui sont associées à cela. En un sens, on a suggéré que cela pouvait être utilisé pour une utilisation prognostique ou diagnostique. L'étude dont je vais vous parler aujourd'hui provient de notre groupe de collaborateurs du premier type ici, une vision initiale ici avec des techniques à haute résolution. Donc c'est le développement de la crête neurale murin qu'on a utilisé pour des raisons développementales, et on voit donc ici la maturation de la crête neurale et une série de décisions auto-aidées, plus particulièrement cette dernière ici qui provient de ce progéniteur ici, ce qui est assez surprenant dans cette phase autonomique, et la phase mésenchymale. C'est ce qui nous rappelle cette analogie à l'hétérogénéité dans le neuroblastome, qui faisait l'objet d'un article de recherche de plusieurs groupes l'année précédente. Nous sommes intéressés à cette hétérogénéité et ces interactions entre les populations autonomiques et mésenchymales. Nous avons travaillé en collaboration avec un groupe qui provient du CAI de Nini Bariano. Le neuroblastome est un cancer pédiatrique avec une lignée à crête neurale, donc son origine est enfin encore l'objet de débat, et qui est extrêmement hétérogène. C'est ce qui permet de le voir sous une résolution single cell, et ça peut présenter un avantage. Donc, la conception est assez simple. Toutes ces techniques sont assez sensibles à l'état du tissu.
le temps entre l'acquisition du tissu et le traitement est critique, peut-être 1 heure. On a pu donc faire cette dissociation, de mesurer les états cellulaires individuels. Nous avons pu copier les nombres d'altérations au sein de ces tissus. Nous avons étudié 20 patients au total. Chaque carré ici correspond à un patient et voici la vue intégrée en utilisant les outils intégrés avec les données de tous les patients pour essayer de classifier les sous-populations. Voici la manière dont les différents échantillons sont cartographiés. On utilise dans ce cas des techniques de calcul et on essaye de prédire où sont les cellules malignes dans cette image. Et ce que ça suggère ici, c'est qu'il y a une forte présence de cellules malignes dans ce compartiment, ce qui était attendu un peu dans le compartiment mésenchymal également. Et cette connexion entre les deux ici, sur laquelle nous nous concentrons. Je dois dire que la topologie exacte de ces types de clusters doit encore être testée. On a utilisé ces données, on a réduit la dimension, on l'a projeté en 2 dimensions pour qu'on puisse l'observer. Et bien sûr, il y a beaucoup de distorsions qui ont lieu. Et quand on se pose la question de cette population adrénergique et si elle est connectée en continu à la population mésenchymal par un lien, on doit faire davantage de tests pour s'assurer que effectivement on peut prouver. Et dans ce cas-là, on effectue ce type de tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de doublons. Et ça semblerait assez robuste. Concentrons-nous sur cette population interne qui a l'air maligne. Ici, on voit le sous-type mésenchymal qui est facile à reconnaître. Les marqueurs sont faciles à reconnaître. La population adrénergique, assez traditionnelle ici en termes de marqueurs auxquels on s'attend. Et la population entre, qu'on a commencé à observer. Il était certain qu'elle ressemblait un peu plus à des cellules précurseurs ou quelque chose en lien à l'état de la crête neurale. C'est une surprise, donc on a commencé à l'étudier davantage et il semblerait que c'était une population de type SCP qui connectait ces 2 parties. Ce qu'on peut commencer par faire, c'est de se fonder sur des données de référence provenant de tissus sains. Dans ce cas-là, des glandes surrénales, les reins également, et essayer d'établir des correspondances plus précises des différents types cellulaires dans ces tissus. Ce que je montre ici, c'est la même intégration, la même expression projetée dans les cellules. Et là, on a des cellules d'échantillons de neuroblastomes, la plus grande population adrénergique ici, et des cellules, des échantillons surrénaux adultes. On a donc une population mésenchymale également à la même position dans les cartographies, des sous-types qui peuvent être difficiles à distinguer. Donc, on s'y attendait ici, des cellules chromaffines et sympathoblastiques, et elles se trouvent un peu dans la même région que les cellules adrénergiques et du neuroblastome. C'est ce qui nous montre que c'est ce qui correspond l'analogue le plus proche. La population de type SCP, cette population pont qui nous a surprise, correspond au SCP des cellules surrénales adultes. La même chose si on regarde à l'expression de ses partenaires. On voit que cela correspond également. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. Elles partagent une grande fraction de leur état d'expression. Donc, ici, on voit les SCP surrénales et ici
les neuroblastomes et là d'autres cellules dans nos échantillons. On voit que partagent des expressions de S1, S1B, d'autres gènes qui sont exprimés également dans les SCP normales surrénales. Des gènes qui sont également exprimés dans le neuroblastome et qu'on ne voit pas dans les tissus normaux. C'est un peu, donc ça varie, mais c'est ce qu'il semblerait être l'analogue le plus proche des SCP. Je souhaite souligner que parmi ces gènes partagés, c'est le ERB83, ce qui confère une dépendance sur les cellules précurseurs une fois qu'elles migrent le long du développement nerveux. Alors c'est un signal envoyé par le ERB3 et leur survie. Donc, on s'est intéressé à ces tumeurs du neuroblastome, NF200, et pour ces populations de type SCP, dans la plupart des échantillons, il s'agit de différents patients ici, dans la plupart des échantillons, la grande majorité de ces cellules de type SCP étaient proches des neurofibres. On les voit ailleurs dans la tumeur, mais elles expriment toujours un NRG1. Question clé, bien sûr, c'est de savoir si elles sont malignes. Des observations précoces s'intéressent à des cellules non malignes, si elles peuvent infiltrer les tumeurs. Et bien sûr, il s'agit toujours d'une analyse à effectuer, différentes manières de procéder. On peut commencer à observer les voies d'expression en utilisant par exemple les outils comme InferCNV, des statistiques qui nous permettent de suivre cela et de voir ce qui indique cette CNV. On peut catégoriser différentes populations en utilisant ce type de technique. Et ce qui nous intéresse à nouveau, c'est dans la population noradrénergique que l'on trouve traditionnellement dans les cellules de neuroblastome avec un score élevé qui indique un large nombre de CNV, ainsi que dans certaines tumeurs, on a ces cellules de type SCP avec ces signaux également. Des données CNV génétiques sur ces tumeurs existent également, donc on peut s'intéresser à ces régions spécifiques et regarder des déséquilibres, s'il y a des déséquilibres, qui est un indicateur robuste de cela. Des tests pour les mêmes schémas ici. On les voit dans celles de type SCP. Et parfois, donc, il y a un signal qui suggère la présence de cela. Bien sûr, ces données, on les retrouve qui nous permettent une confirmation supplémentaire. On peut le faire de manière assez directe en utilisant le RNA fiche qu'on trouve sur cela, et il faut chercher le nombre de copies, ainsi que les marqueurs sub-10. On voit ici qu'il y a une fraction de ces cellules de type SCP qui montre une amplification et qui donc indique qu'elles sont malignes. Des préoccupations existent puisqu'on ne voit pas clairement une sous-population de SCP et de cellules précurseurs qui ne seraient pas malignes. C'est un état transcriptionnel auquel on s'attendrait. Et là, il est séparé en deux, on ne voit pas vraiment cela, même si nos données indiquent qu'il ne s'agit que d'une fraction de ces cellules de type SCP qui sont malignes. On travaille en ce moment en collaboration avec Martin Ng de combiner le ADN et les RNA-seq
pour voir les aberrations dans ces états de type SCP. Si on revient à notre analogie et la souris, on voit ici la migration depuis la crête neurale vers la partie mésenchymal. Et l'analogie de cette transition ici avec le neuroblastome pourrait donc être une structure similaire. Bien sûr, on se pose donc la question de la direction. Est-ce qu'il s'agit d'une source ou est-ce que les populations mésenchymales ou neurogéniques sont un point de médiation? On peut essayer d'y répondre en utilisant ces techniques de calcul qui analysent les changements d'expression. Il s'agit donc d'un signal très faible qui va dans les deux directions. Et bien sûr, il faudrait valider cela. Donc nous souhaitons confirmer cela, le soumettre à un certain nombre de patients, voir si la réaction au changement est dans cet échantillon pour l'instant. Nous avons pu obtenir des données ADN single cell et il semblerait que ces cellules SCP seraient un précurseur. Cela dépend fortement de l'amplification MICAN et ici on voit le signal ERBB3 qui apparaît être actif ici et on voit une différence notable de survie des tumeurs qui n'expriment pas le NRG1 ou le ERBB3. Mais ce qui est plus important ici, c'est qu'on sépare les échantillons en MICAN amplifié et non amplifié, et on regarde la relation d'expression avec NRG1 et le récepteur, l'expression du récepteur. On voit que pour les tumeurs MICAN amplifiées, c'est qu'il n'y a pas de dépendance là-dessus. Il y a différents types de NRG1 qui génèrent un ERBB3 et la survie est faible. On revient ici à la question de la survie. De manière générale, on voit un SOX10 élevé, des tumeurs SOX10 élevées, avec une meilleure survie, mais en fait l'expression SOX10 dans les tumeurs MICAN amplifiées sont assez faibles. Si donc il y a différentes règles qui entrent en jeu. Y a-t-il d'autres observations que l'on peut faire avec ce genre de données? En ce qui concerne l'hétérogénéité, ici, on agrège des données qui proviennent de 20 patients et le seul type de schéma que l'on voit apparaître, la séparation entre les différentes populations, ce sont ceux qui ont lieu chez de multiples individus. On cherche des tendances communes de ces variations. Les principales altérations proviennent des populations plus matures à côté de populations plus immatures et des populations proliférantes. Chez les patients, on constate une abondance de SOX11 dans la population mature, ce qui suggère que cela contribue directement au sous-type mature. On peut essayer d'évaluer les associations de variables cliniques et regarder l'expression SOX11 à son expression la plus élevée, ici, stade 4. L'étape la plus sévère qui semble être corrélée à une présence accrue de SOX11. Nous devons noter que donc, si nous revenons à nos patients MICAN amplifiés, on ne voit pas vraiment de différence, ce qui suggère que ces mécanismes
avec la tumeur Miken montrent qu'ils suivent leur propre voie. Et le résumé de ce que je viens de dire, voici donc un exemple d'un exercice de cartographie pour le neuroblastome. Et dans ce cas-là, sur un ensemble de 20 patients, on voit les techniques et la composition et les différents états transcriptionnels impliqués dans ces tumeurs. Et il y a un degré élevé de variation individuelle qu'on peut voir sur certaines des diapositives que j'ai montrées et les données individuelles des patients. Ce qui remonte à cette question sur les données. D'un côté, nous générons de grandes quantités de données, de références. Mais quand il s'agit d'intégrer les variations aux différents sous-types de tumeurs, on n'a pas assez de données. Si on regarde notre étude, il n'y en a que 20 avec des études génomiques. On parle de milliers de patients, de centaines de patients. Nous constatons des sous-populations multiples de cellules malignes. Cette population de type SCP assez surprenante, une population de précurseurs et dépendant de la différence ERBB3. En fonction de la lignée, du traçage de la lignée et de l'analyse, il pourrait s'agir donc d'une population de précurseurs précoces ou d'une transition intermédiaire, même si nos données se fondent sur une petite quantité de patients. On a vu une proéminence de SOX11 immature et à nouveau, je souhaite souligner cela. C'est important de stratifier les populations dans ces études. Et même si on a 20 patients, qui nous permet de séparer les sous-populations, il était important d'étudier les mutations de cela. Et donc le schéma qu'on a en tête, c'est quand ici il y a un développement normal avec les cellules de la crête neurale qui migrent par ici. Et notre hypothèse est que certaines de ces cellules Schwann accumulent des mutations de manière précoce et sont donc prédisposées à produire des précurseurs de ces cellules malignes. On ne peut pas vraiment écarter cette plasticité entre les populations mésenchymales et adrénergiques, même si on ne voit pas de groupe séparé relié à cette population de cellules Schwann. J'aimerais remercier mes collaborateurs, bien sûr Nini Bariano, qui est à la tête de ces mesures du neuroblastome, Igor Ademeko également, et d'autres collaborateurs qui nous aident à reproduire cela, Olivier Delattre, Suzanne Schlissio, Martine Enge et un certain nombre d'étudiants postdoc. Merci beaucoup. Je serais ravie de répondre à vos questions. On a beaucoup de questions du chat. Je vais essayer donc de les catégoriser. Une question pour commencer sur la technique, je dirais. Dans vos études, l'identification de la cellule tumorale est effectuée à partir d'un score, si j'ai bien compris. Est-ce que ce score est le même indépendamment de l'altération génétique ou est-ce qu'il faut qu'il soit ajusté en fonction de la génétique? Oui, ce score, cette catégorisation cherche à détecter le nombre d'aberrations génomiques. On ne peut que détecter les plus grandes, les amplifications plus grandes qui font partie d'un chromosome. Il y a deux sources de preuves pour cela. En moyenne, si on amplifie une région, on montre des niveaux d'expression élevés, ce qui peut être un signal assez bruyant.
Et en ce qui concerne le code, la séquence exprimée, si on a des allèles dans cette région, on va voir un déséquilibre dans ces régions, un signal robuste mais éparse. Ce sont des vagues primaires qu'on utilise pour inférer ces aberrations, reconnaître ces aberrations malignes dans les tumeurs, dans les données RNA-seq. Ça peut fonctionner pour tout type d'aberration. Par exemple, s'il y a que peu d'aberrations, peu d'amplifications ou qu'elles sont faibles, alors la sensibilité sera faible. C'est pour ça qu'on essaie de le compléter en utilisant des sources de validation supplémentaires. Okay, thank you. So another question that is probably Merci. linked to the Une first autre one is, question. some explanation Est-ce que vous avez une explication pour la présence de ces populations de type SCP dans vos données en comparaison avec d'autres données publiées récemment qui ont échoué à identifier ces cellules? C'est une très bonne question. Je dois complimenter l'équipe précédente qui a accepté de partager des données qui n'ont pas encore été publiées. Mais il y a donc deux sources de variation. La première est technique. Nous pouvons mesurer des tissus récents et l'association des tissus et la technique d'échantillonnage est importante extrêmement importante pour ces méthodes. Certaines de ces sous-populations ne seront peut-être pas visibles si elles n'ont pas été extraites ou elles n'ont pas survécu. C'est une caractéristique clé que nous étudions qui fait que nos données sont différentes. Pour être honnête, ce sont des variations individuelles. On a un ensemble assez extensif, 20 individus, mais il est probable qu'on ait mesuré 15 et qu'en fonction des différents groupes, on n'a pas pu l'observer parce que c'est assez rare et chez certaines personnes, elles sont présentes en une abondance très faible. Et peut-être une ou deux dernières questions. D'ailleurs, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous avez testé la plasticité SCP et probablement un changement de sous-type? Est-ce que vous avez testé une réponse à la chimiothérapie de ces cellules STP? Ce sont de très bonnes questions. C'est effectivement ce que nous souhaitons faire et nous avons travaillé là-dessus depuis plus d'1 an et c'est réellement un défi. Le défi principal avec cette population SCP, c'est qu'elles sont très difficiles à cultiver. Elles dépendent des neurofibres. On n'a pas encore un modèle murin approprié avec ce genre de culture et elles ne survivent pas en culture. Elles ne se propagent pas. C'est la même chose pour les PDX. Ce type de transformations qui sont requises pour ces modèles en particulier ne les préservent pas. Donc, ce qu'on cherche à faire, et ce qui est beaucoup plus complexe, c'est d'introduire ces neurofibres, mais c'est difficile. Et pour pouvoir faire ces essais sur des modèles animaliers et les tests de plasticité, en tout cas jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réussi à faire ça. Oui, ça serait vraiment très bien de pouvoir les mettre en culture. Merci Peter. Nous allons passer au prochain intervenant, la prochaine intervenante. Notre troisième intervenante, Mariela Philbin, co-directrice pour le programme d'oncologie de recherche pédiatrique à l'école médicale de Harvard. Mariela a rejoint la faculté à Dana-Farber Boston Children en 2017. Bien sûr, elle est en charge de patients avec des tumeurs cérébrales et elle se concentre également sur le fait d'établir des réseaux cellulaires
pour pouvoir trouver des nouveaux traitements. Elle a fait des avancées considérables en utilisant le single cell transcriptomique pour les tumeurs cérébrales pédiatriques. Aujourd'hui, elle va présenter ses travaux sur ce sujet. Merci encore pour cette belle présentation et bonne chance pour les prochaines expériences pour prouver l'effet thérapeutique important. Merci encore, Mariella. Donc, nous allons passer à la dernière orateur de la session, Jill Meziroff. Elle est associée et vice-chancellor pour la science comportementale. Elle est professeure au département de médecine à l'Université de Californie à San Diego. Jill est une ancienne mathématicienne et ensuite, en tant que scientifique, elle a travaillé sur des problèmes qui se produisent dans la science, l'ingénierie. Et ensuite, elle est passée à la recherche biochimique. Sa recherche se concentre sur la génomique du cancer avec le machine learning, l'apprentissage machine pour stratifier les risques des patients et quantifier des traitements. Elle a fait des grandes avancées par rapport au GNCA que tout le monde connaît et qu'on utilise au quotidien aujourd'hui. Bienvenue, Jill, pour ta présentation. Très bien. Nous allons donc conclure cette session. Je vous remercie à nouveau pour votre présentation. Nous n'en avons fini avec la première partie et je vais passer au français. En français à partir de maintenant. Donc, je ne sais pas si Pierre-Yves est toujours avec nous. Donc, dans cette session qui nous reste maintenant, donc qu'on a préparée avec Patricia, avec Pierre-Yves, nous allons aborder justement la question. Ah, Pierre-Yves, je vous vois, tout va bien? Voilà, tout va bien. Très bien. Donc, on a 20 minutes, 20-25 minutes pour justement débattre, discuter, poser des questions sur le sujet, donc, comme on a dit au début, des big data. Que sont les big data, à quoi ça peut servir, etc. Donc, on va commencer la discussion par une discussion entre nous. Et au fur et à mesure que les questions vont arriver sur le chat, je vais pouvoir les lire et on va pouvoir discuter autour de ces questions. Donc, n'hésitez pas à y continuer. Donc, c'était très bien depuis le début. Là, on avait énormément de questions. N'hésitez pas à continuer et à poser vos questions sur le chat. Pierre-Yves, vous avez peut-être quelque chose, un commentaire où vous voulez commencer? Oui. Alors, d'abord, moi, je voulais dire que j'ai été très impressionné par les 4 présentations qu'on a eues et je voudrais vraiment remercier les intervenants parce que, à titre personnel, ils m'ont beaucoup apporté et notamment, ils m'ont permis de toucher du doigt l'importance du traitement de la donnée dans le traitement des cancers et notamment ceux des enfants. Alors, on a beaucoup entendu parler du volume de données, on a compris qu'il y avait des tsunamis de données, on a aussi compris que dans certains cas on en manquait, on a compris que ces données ont besoin d'être partagées. Alors, Olivier, moi j'ai envie de vous poser la question, peut-être, première question de base, pour vous, le traitement de la donnée et peut-être plus largement les big data, c'est quoi ? Alors, c'est une excellente question. C'est vrai qu'on parle de big data depuis tout à l'heure. Le mot big data, déjà en anglais, si on essaie de le traduire en français, veut dire des volumes exceptionnels en termes de résultats, en termes d'informations. C'est un mot qui n'est pas réservé au domaine du cancer ou au domaine de la science. C'est un mot qui est utilisé aussi dans l'industrie, qui est dans la télécommunication. Et globalement, dans la biologie du cancer et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, les big data sont essentiellement des données à partir de la tumeur, c'est-à-dire des données de séquençage, associées à des données également, des données cliniques par exemple, des données qui peuvent être recueillies au cours du parcours de soins du patient. Donc l'ensemble de ces données constitue ce qu'on appelle les big data. Tout ça remonte, comme l'a expliqué le Dr Olivier Delattre hier, l'avènement, le début, on va dire, de l'arrivée des big data a été vraisemblablement le séquençage du génome humain, donc dans les années 90 et pour l'arrivée en 2004, qui a constitué un effort énorme, certainement plusieurs milliards d'investissements, à peu près 15 ans de travail, je crois.
Et on a cru effectivement qu'à partir du séquençage humain, on allait pouvoir tout définir. Mais non, comme on l'a vu dans les présentations, maintenant il y a donc l'ADN, donc le séquençage de l'ADN, il y a l'ARN, donc dans les années 90, on a commencé à séquencer. Ensuite, il y a eu donc les protéines dans les années 2000, et donc effectivement, l'ensemble de ces données constitue les big data. Aujourd'hui, un génome, c'est fait en quelques heures et ça coûte moins de 1 000 € par exemple. Donc ça a répondu à votre question, Pierre-Yves? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, vous parliez tout à l'heure et on l'a entendu aussi dans les exposés, de gros volumes de données. En gros, c'est pour caler un peu les esprits, ça représente quoi ces volumes de données? À quoi vous êtes confrontés? Oui, on a entendu Peter effectivement qui parlait pour le single cell RNA-seq, d'effectivement, il a commencé à parler qu'il fallait plus d'échantillons, plus de cellules, mais qu'en même temps, ça donnait des volumes extrêmement importants. Juste pour vous donner quelques informations, un génome, c'est environ 150 gigas. Sur un ordinateur moyen d'aujourd'hui, on est à peu près à 500 gigas, ce qui fait que si on a une cohorte à peu près de 300 patients, ça veut dire pour uniquement le génome, on est à peu près à 100 ordinateurs. Donc dans la vraie vie, dans les laboratoires, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On a donc des systèmes de clusters, de stockage, avec des ordinateurs hyper puissants qui nous permettent de stocker et donc de faire des calculs. Même chose en termes de calcul, il nous arrivait de lancer des calculs pour plusieurs semaines, par exemple. Donc effectivement, il y a eu un effort extrêmement considérable avec l'avènement de la technologie, un effort considérable de l'informatique et de la bioinformatique pour gérer ces informations. Alors, là, on voit bien qu'on est face à des volumes de données qui sont absolument considérables, mais est-ce qu'il y a des différences, par exemple, entre le traitement des données des adultes, concernant les adultes, et ceux concernant les enfants? Le traitement même des données, non, mais ce qui est important, et ça a été mentionné encore une fois, plusieurs fois aujourd'hui par Steven et par Giles, c'est la notion de la quantité de données. C'est-à-dire qu'on est effectivement, on parle de 2500 diagnostics par an pour les tumeurs pédiatriques en France. Maintenant, pour d'autres types, par exemple, où effectivement il y a des big data pour les cancers adultes, notamment les cancers du poumon, là on a des volumes effectivement. Je crois qu'en France, on est à peu près à 45 000 diagnostics par an. Donc on n'est vraiment pas dans la même dimension. Donc effectivement, comme on disait, comme plusieurs présentateurs ont présenté, c'est vrai que pour pouvoir réunir une cohorte suffisante, parce qu'en bioinformatique, l'intérêt et le besoin, c'est d'avoir une cohorte suffisante de patients pour pouvoir, d'un point de vue statistique, pouvoir tirer des conclusions. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une différence. Véritablement, c'est une spécificité au niveau de la pédiatrie, comme on l'a vu hier aussi. Parmi ces cancers, on peut les diviser en 100 différents types de cancers. Alors, on parlait de différents types de big data tout à l'heure, vous en avez cité quelques-uns. Est-ce que, selon vous, il y en a d'autres qui vont arriver prochainement? Est-ce que vous voyez le champ de la donnée s'élargir dans les années qui viennent? Alors, volontairement, je suis resté très simple tout à l'heure quand je vous ai annoncé le génome, le transcriptome, le protéome. Mais aujourd'hui, on est capable... il y a l'épigénome, donc les modifications épigénétiques qui peuvent réguler les gènes. Il y a, au niveau des ARN, on peut aller voir spécifiquement des types d'ARN. Au niveau des protéines, les protéines sont modifiées. Donc là, on arrive effectivement à un domaine énorme de possibilités. Quelque chose qui était très important et qui a extrêmement été bien présenté par Peter et Mariella aujourd'hui, c'est l'étude à l'échelle unique. On a bien entendu énormément de résultats depuis 10 ans, 15 ans sur la tumeur dans son ensemble, c'est-à-dire en considérant ou en essayant de considérer que effectivement la tumeur est un seul volume. Mais non, à l'intérieur de cette tumeur, les cellules sont différentes et le single cell RNA-seq, donc le séquençage à l'échelle unique, notamment avec le transcriptome, cherche à aller regarder chacune de ces cellules. Et là, véritablement, on a un point d'entrée extrêmement important pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour ces tumeurs. Et Mariella, par exemple, c'est comme ça qu'elle a pu éventuellement trouver une cible et potentiellement un inhibiteur avec CDK6, par exemple, dans sa présentation. Donc non, ça va effectivement encore grandir. Alors, les parents, enfin les patients et puis les familles de patients et les parents aussi se posent souvent la question de savoir
ces données, en fait, à quoi elles servent, à quoi elles vont servir. Alors, on a eu quelques exemples, enfin, on a eu 4 très belles études présentées tout à l'heure, mais plus largement, à quoi elles servent ces données et à quoi servent les traitements. D'accord. Donc, on me dit qu'il y a 2 personnes, donc il y a Jal et Steven, qui veulent intervenir et qui veulent parler pendant notre discussion. Donc, je donne la parole à... Yeah. Oui, je voudrais juste dire, Olivier, vous avez oublié les données métabolomiques. Donc, on commence juste à être capable d'avoir des données métabolomiques et être capable d'identifier les métaboloïdes. Donc, ça va amener toute une nouvelle vision de ce qui se passe dans ces tumeurs. Et l'autre chose qui accélère l'acquisition des big data, c'est l'étendue du coût, de la diminution du coût d'acquisition de ces données. Donc on n'a pas tellement de données protéomiques ou métabolomiques parce que c'est plus cher pour l'instant de les obtenir. Mais la technologie s'améliore à chaque instant dans ce domaine. Et je pense que ça va certainement avoir un impact. Je ne serais pas surprise d'avoir des nouveaux types de données. Mais je pense que les données métabolomiques, c'est la seule qui doit être mentionnée et qui ne l'a pas été. Oui, je pense qu'il faut parler de beaucoup plus par rapport au big data. On a parlé de ce qui est mesuré une fois que quelqu'un a un cancer. Si on veut regarder les questions de survie, nous devons capturer plus efficacement tous les événements qui se déroulent pendant le traitement de cet individu. Ça, c'est beaucoup de données à collecter avec les nucléotides, la chimie, la mesure, etc. Ça, c'est quelque chose de très intense et nous ne le faisons pas très bien pour l'instant. Et nous devons essayer de travailler à l'envers. Par exemple, pour la LAL, est-ce qu'on peut traiter des sous-groupes d'enfants avec moins de thérapie, c'est-à-dire qu'ils auront moins de toxicité et toujours avoir les mêmes résultats? Ce sont des études très difficiles à effectuer. Nous avons besoin de ces données. Et il y a beaucoup de big data pour les aspects cliniques. Et je vais aller un pas en arrière. La capacité de mettre ensemble les facteurs de risque, que ce soit des anomalies congénitales, que ce soit des impacts environnementaux, le changement climatique et ses impacts potentiels sur l'environnement, et ce que ça veut dire par rapport à des maladies comme le cancer ou les grossesses. Parce qu'une des choses dont on n'a pas vraiment parlé, un élément clé dans le cancer pédiatrique, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la mère et qu'est-ce qu'on peut catégoriser, qu'est-ce qu'on peut capturer, qu'est-ce qu'on peut étudier dans le placenta, les expositions. Et on fait très peu et on a très peu de données. Et il y a une opportunité colossale de collecter beaucoup d'informations pour comprendre comment et pourquoi nous arrivons à la situation où nous en sommes et nous avons ce diagnostic. Comme on l'a vu dans l'étude de Chernobyl, on a vu avec Tchernobyl, on a vu cet accident et on a vu l'impact de l'exposition environnementale. Alors, en général, ce n'est pas aussi discret et clair. Et pour identifier ce qui se passe vraiment, on a besoin d'ensembles de données très larges. Donc, je pense qu'il y aura des ensembles de données qui vont être encore plus larges autour des caractérisation épigénétique, protéogénomique. Et donc, je fais ça pour une grande partie de ma vie, mais je fais aussi d'autres choses. Et je reconnais que ça doit être intégré si on veut vraiment changer la nature du cancer pédiatrique en prévenant les cancers pédiatriques au lieu de les traiter une fois qu'ils se produisent. Oui, dit Jill, mais je voudrais modifier un petit peu ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous à 100%. Mais ce type de données cliniques et auxiliaires sont souvent les données les plus difficiles à obtenir ou à accéder dans nos études. Mais comme quand vous avez toutes ces données formidables dont vous parlez, je pense que le problème de protection de la vie privée et de protéger les patients à qui ces données appartiennent sera de plus en plus significatif. Nous ne pouvons pas garder les personnes en dehors de nos usines à données
et de nos pipelines de données. Comment est-ce qu'on va protéger les données très critiques de ces personnes qui peuvent avoir un impact colossal si elles sont divulguées et si elles deviennent disponibles à d'autres personnes? Réponse de Steven, effectivement, mais si on regarde la conformité ou l'observance des patients qui donnaient des informations, le taux de succès ou l'acceptation est très élevé. Mais je dirais que la plupart des parents veulent savoir pourquoi et quoi faire. Et la protection de la vie privée est secondaire dans ce cadre. Je ne veux pas dire qu'on va les abandonner à leur sort, mais la chose, c'est quelque chose de difficile à régler. Mais on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le résoudre. Ce n'est pas acceptable. Jill répond, je ne dis pas qu'on ne peut pas le résoudre. Et je suis d'accord avec vous que je suis d'accord que les gens veulent donner leurs informations, leurs tissus tumoraux pour les recherches. Ils veulent que leurs données soient disponibles. Ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est également mon expérience. Mais je pense que c'est également notre responsabilité en tant que gardien des données de faire très attention à comment ces données sont stockées et comment elles sont utilisées et par qui elles sont utilisées. C'est le seul point que je voudrais modifier. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Jill, dit Steven. OK, parfait, dit Jill. Je vous remercie pour vos interventions, parce que je pense que c'était un petit peu en lien en fait, avec la question de Pierre-Yves. Oui. En fait, on est en plein dans les questions que se posent les parents et les familles, en fait, sur la confidentialité des données. Et on comprend bien la nécessité du partage de ces informations. Alors, il y a le recueil du consentement, dont on sait qu'il doit être effectué. Olivier, ça vous pourrez peut-être nous en parler. Mais il y a aussi les procédures qui doivent être mises en place pour le partage des informations. Comment on s'assure qu'effectivement les données sont partagées sont correctement partagées et en respectant la sécurisation de ces données. Olivier, comment est-ce qu'on peut le traduire, ça? Oui, alors avant de répondre à ces questions, je pense qu'il y a un point qui était important, qui a été soulevé justement dans la discussion, c'était la question de à quoi ça sert. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. À quoi ça sert? Les big data, ça peut paraître abstrait, ça peut paraître effectivement difficile de comprendre à quoi ça peut servir. Mais de façon concrète, des big data peuvent servir par exemple à une meilleure caractérisation et surtout une meilleure caractérisation et un meilleur diagnostic de ces tumeurs qui sont extrêmement complexes. On est à peut-être une centaine de différents types de tumeurs. Et effectivement, il existe des méthodes aujourd'hui pour justement pouvoir, notamment le méthylome par exemple, être capable de savoir pour un meilleur diagnostic. Ensuite, ces data, comme on l'a vu pour CDK6, peut-être pour CDC7 par exemple, ça peut mettre en lumière des nouveaux traitements. Et ça, c'est aussi assez important d'essayer de pouvoir, grâce à ces big data, de pouvoir trouver de nouvelles thérapies ciblées. Pour revenir à votre question, Pierre-Yves, un échantillon qui est séquencé, il y a bien entendu un consentement famille, consentement patient, non seulement consentement pour la recherche, mais aussi pour l'informatisation des données, de choses qui sont essentielles. Ensuite, immédiatement, effectivement, ces données sont ce qu'on appelle anonymisées, c'est-à-dire que il y a un code qui est donné à une séquence, par exemple, et dans le cadre, par exemple, de partage, lorsque l'on publie, un exemple simple, ce que Jill a présenté et ce qu'on a co-publié ensemble, effectivement, les résultats qu'on a obtenus, on les a mis en ce qu'on appelle en anglais open access, c'est-à-dire que les résultats, les séquençages, etc., les données sont accessibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez les utiliser. Donc ça, c'est voilà. Et dans l'esprit de ce partage, les données sont mises sur notamment ICGC ou EAG, ce qui sont donc des serveurs où vous pouvez uploader, donc ajouter vos résultats, et ensuite il y a tout un système qui permet de pouvoir sécuriser l'ensemble de ces données. Nous-mêmes, dans les laboratoires, on a des systèmes sécurisés
de gestion de ces données, du stockage de ces données, qui a un certain coût d'ailleurs, mais voilà, ces données sont sécurisées sur ce type de serveur. Donc on comprend que les données et les modes d'accès sont effectivement sécurisés. En pratique aujourd'hui, Olivier, c'est quoi les challenges qui vous attendent pour faire parler ces données? Comment vous les voyez? Il y en a réellement, je pense qu'il y en a un certain nombre. Néanmoins, je voudrais dire quand même, si on considère au niveau des big data, si on considère que c'est un véritable marathon, ça a été un marathon, je pense qu'on est en train de franchir le fameux mur, je dirais, du 35e kilomètre. Et tout ça grâce effectivement à des efforts énormes technologiques pour obtenir toutes ces données, des efforts informatiques. Ce qui est important aussi, c'est effectivement notamment les personnes qui vont travailler avec ces données. C'est extrêmement difficile de pouvoir effectivement fidéliser ou disons avoir des personnes qui vont pouvoir... On est vraiment dans une multidisciplinarité ici, donc beaucoup viennent du milieu de mathématiques, physique, et c'est extrêmement difficile. Donc on est véritablement en compétition, par exemple, avec des compagnies très connues qui ne travaillent pas du tout effectivement sur la biologie. Donc effectivement, des gens extrêmement compétents dans ce domaine-là sont quand même extrêmement importants. Maintenant, effectivement, le partage, la création de ces grandes cohortes est en train de se mettre en place. Et effectivement, je pense que depuis 5, 6, 7 ans, on a vraiment une accélération de la publication de ces données et avec un partage qui est totalement open access dans la plupart des cas. Et peut-être je dirais une notion qu'on a finalement assez peu évoquée tout à l'heure, à moins qu'il y ait des questions dans le public. Je regarde en ce moment, Pierre-Yves. Non, vous pouvez y aller, je suis en train de les regarder. Alors, en fait, ça a trait à l'intelligence artificielle et donc qui est une voie supplémentaire d'exploration avec de temps en temps des questions qui peuvent être posées dans les traitements médicaux et dans la façon dont on va soigner les personnes. Est-ce qu'un jour, on peut être confronté à une intelligence artificielle qui déciderait d'un traitement avec l'avancée du traitement des données, avec la capacité qui s'améliore d'année en année à la fois en termes de calcul et en termes de partage d'outils? Est-ce qu'on peut être confronté à ces questions-là qui vont soulever des questions éthiques très claires? Est-ce que le traitement qui va être donné à mon enfant va être, ou à moi-même d'ailleurs, va être choisi par une intelligence artificielle ou par un médecin? Alors c'est une excellente question, et d'ailleurs c'est une question qui est vraiment beaucoup revenue dans le questionnaire qu'on a récolté par l'intermédiaire de l'UNAPEC. D'ailleurs, on remercie justement ce questionnaire qui nous a vraiment aidé à préparer cette session aujourd'hui. Alors, effectivement, je pense que le mot intelligence artificielle peut, pour le grand public, un petit peu faire peur. Effectivement, dans le début de l'intelligence artificielle, alors je ne suis pas un expert, mais je pense que dans les années 50, il y avait effectivement l'envie de remplacer, c'est-à-dire de remplacer par une machine les activités ou l'activité humaine. Je pense, et encore une fois, je ne suis pas un expert, je pense qu'on est un petit peu revenu par rapport à cette idée, et on est vraiment dans ce qu'on appelle d'ailleurs Richard Gilbertson l'a très bien présenté hier, on est vraiment dans le deep learning, c'est-à-dire dans l'apprentissage. C'est-à-dire que la machine va pouvoir voir énormément d'informations. Par exemple, des images. On a des exemples, par exemple, de pouvoir aujourd'hui, grâce à cette forme d'intelligence artificielle, de pouvoir reconnaître, par exemple sur le cancer de la peau, de pouvoir reconnaître spécifiquement une image. Maintenant, la machine, l'ordinateur, a eu comme information, non pas 2, 3 images, mais 30 000, 50 000 ou 100 000 images associées avec des informations. C'est-à-dire, cette image correspond à telle pathologie, cette image va correspondre à un pronostic bénin, cette image va correspondre à un pronostic malin, etc., etc. Énormément d'informations. Et donc l'ordinateur va, grâce à des algorithmes,
essayer de définir un portrait, et c'est-à-dire de dire, voilà, on pourrait penser qu'effectivement, il s'agit de cette pathologie, ce traitement pourrait être. Et quand j'utilise le temps « pourrait », c'est vraiment de l'aide. C'est-à-dire que c'est un soutien à la médecine, c'est un soutien à la recherche, mais en aucun cas, je ne pense pas aujourd'hui que l'intelligence artificielle va décider et le médecin pourra utiliser ces informations dans le parcours global du patient. Je ne sais pas si ça répond à cette possible inquiétude de l'intelligence artificielle. Ici, je pense que c'est une réponse qui est d'ailleurs de nature à calmer certaines inquiétudes. On comprend bien, il y aura toujours quelqu'un pour décider, pour trancher et choisir. Donc je regarde dans le chat. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Je regarde le timing. Je pense qu'on est effectivement dans les temps, ce qui était quand même important. On avait quand même une longue session. Il est 19h20. Donc je vais conclure cette troisième session et donc cette journée. Donc tout d'abord, je souhaitais vraiment remercier donc les speakers et les participants, toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui dans le chat. Je remercie tous les organisateurs qui ont vraiment beaucoup aidé pour la préparation de cette journée. Et surtout, un élément extrêmement important, c'est que je souhaitais annoncer donc, pour demain, donc à 14h, donc les sessions vont reprendre à 14h demain, donc c'est une table ronde donc, autour de la recherche sur les causes et origines donc des cancers de l'enfant, donc animée par l'excellent Thomas Mercier et donc Frédéric Brochard du collectif Gravir et Stéphane Védrenne de Grandir sans cancer. Donc je pense qu'on a effectivement terminé cette session. Pierre-Yves, et vous voulez ajouter un dernier mot, Pierre-Yves, avant que je puisse conclure? Non, je m'associe à vos remerciements. Bon. Donc je vous remercie aussi également, Pierre-Yves, pour la préparation de cet après-midi. Bon, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.